W, Radio Avenue Web, la web radio consacrée à l'actualité citoyenne de la Côte d'Ivoire. 77e numéro de Radio Avenue Web, la web émission consacrée à l'actualité ivoirienne, vue et revue et relue par notre équipe. Et comme chaque semaine, nous partageons avec vous tout ce qui a retenu notre attention, ici ou ailleurs, à travers les différentes parties de cette web émission. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. http://avenue225.com Israël Yoruba. Dans quelques minutes, Suika Ofi va revenir sur l'actualité ivoirienne qui a été mise en avant les 7 derniers jours. Et juste après lui, c'est Cynthia Lidjé qui nous livrera ce qu'elle a retenu dans la presse étrangère au sujet de la Côte d'Ivoire. Et la chronique de Judith Daye viendra clore cette 77e web émission de Radio Avenue Web. Événements, mode, société, région, religion, diaspora, initiative. Toute l'actualité qui vous concerne sur Radio Avenue Web. C'est nous, mais surtout vous, nos web auditeurs. www.avenue225.com Suika Ofi, bonjour, on te reçoit comme chaque semaine et avec toi au pas de course, on va revenir sur les principaux points de l'actualité en Côte d'Ivoire, à Abidjan et aussi dans les régions de la Côte d'Ivoire. Bonjour Israël, bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité à Avenue 225 et bienvenue au segment de Radio Avenue Web consacré à l'actualité nationale et régionale de la Côte d'Ivoire. Voici les titres qui seront développés tout au long de cette édition. Première visite officielle du Dr Alassane Ouattara à Dakar au Sénégal. Le numéro 1 ivoirien a eu l'opportunité de croiser les Ivoiriens résidant au pays de Maître Abdoulaye Wade. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est en proie à des difficultés. Dans cette édition, nous entendrons les explications du premier responsable de Cinébassi. L'AGCI rêve d'une école démocratique et libérée de la violence. Elle s'est prononcée devant la presse nationale. L'actualité des régions refermera les portes de cette édition avec des escales à Boaké, Méadi et à Bongo. Bonjour à tous et à toutes. Première visite officielle du Dr Alassane Ouattara à Dakar au Sénégal. Le numéro 1 ivoirien a eu l'opportunité de croiser les Ivoiriens résidant au pays de Maître Abdoulaye Wade. Abdou Diarra est l'un des responsables de la communauté ivoirienne vivant au Sénégal. Voici les attentes que nos compatriotes ont exposées au chef de l'État. Nous attendons du président la mise en place des outils de développement, notamment l'instauration de la justice, permettant à tout le monde de pouvoir investir et pouvoir bénéficier de ce qu'il a droit, ce à quoi il a droit, notamment la culture de la compétence. Et nous espérons que le président mettra en place tout ce qu'il faut pour permettre aux Ivoiriens de se retrouver, de vivre ensemble et de pouvoir ensemble développer ce pays-là. Au-delà de cette rencontre avec les Ivoiriens vivant à Dakar, c'est avant tout une visite de courtoisie et d'amitié que le président ivoirien a rendue à son homologue sénégalais avec en point de mire le réchauffement de l'axe Abidjan-Dakar. Le point complet de cette visite avec cette analyse de Ndeye Mariam, notre consoeur de Sud FM. Une visite d'abord d'amitié pour les liens historiques qui lient le Sénégal à la Côte d'Ivoire, mais aussi une visite de travail dans l'optique d'un renouveau de l'axe Dakar-Abidjan. Selon le président ivoirien, l'opportunité de sa présence à Dakar au moment où son pays est en train de panser ses blessures est pour lui une manière de réitérer ses remerciements pour la contribution du Sénégal au règlement de la crise ivoirienne, mais aussi définir des orientations claires sur les relations bilatérales entre les deux pays. Une relation entre grands frères et petits frères sont les propos du chef de l'État sénégalais, profitant de la conférence de presse de Ado pour rappeler 3 conseils principaux donnés à son petit frère, notamment le désarmement de tous les Ivoiriens, un appel au patriotisme et puis la promotion de la jeunesse ivoirienne pour, dans un premier temps, rattraper le retard accusé par les étudiants qui seront accueillis à l'image de leurs camarades haïtiens. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est en proie à des difficultés. C'est ce que la centrale syndicale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics Cinébassi a dit aux nouvelles autorités ivoiriennes lors d'une conférence de presse. Sur doté, le président de la centrale syndicale sollicite un appui de l'État pour une meilleure relance dans la filière bâtiment et travaux publics. Les entrepreneurs, on avait déjà cotisé plus de 8 milliards. Ces fonds sont dans les comptes de la CGC depuis 2008. Les organisations professionnelles n'en bénéficient pas.
la Banque mondiale a mis 7 milliards pour pouvoir financer les entreprises. Les 7 milliards sont là, on n'en bénéficie pas. Ça fait plus de 10 ans, on ne paye plus nos factures. Nous voulons l'annulation des arriérés des impôts. Nous voulons que les fonds soient mis dans une banque commerciale qui pourra désormais préfinancer les travaux des entrepreneurs. Nous demandons à l'État de diminuer le coût des matériaux de construction. Celui qui a déjà sa maison, avec la guerre, sa maison est détruite, comment on peut le reconstruire? Si le coût est baissé, ils peuvent réhabiliter leur maison très rapidement. Au niveau de la réinsertion des jeunes, un seul entrepreneur, quand il construit une maison, il emploie plus de 30 personnes. Il faut qu'on puisse aider sur ce côté d'emploi. Un autre secteur qui ne se porte pas aussi bien, il s'agit de celui de l'éducation nationale. L'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, la GCI, rêve d'une école démocratique et libérée de la violence. Elle s'est prononcée devant la presse nationale et voici les propos de Jules Seka, son secrétaire général. Les attentes des élèves et étudiants, c'est qu'il y ait une école véritablement démocratique, où il y a la liberté et la démocratie. C'est cela qui avait été depuis longtemps le combat de la justice. Soit mis fin tous ces actes de violence, de barbarie que nous avons connus par le passé et que les élèves et étudiants puissent vivre dans un environnement sain, sans raquette, sans souillure, sans tricherie, vraiment dans des conditions confortables pour qu'ils puissent travailler librement et en toute quiétude. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons salué la célérité avec laquelle le gouvernement a entrepris le processus d'assainissement des résidences universitaires et facultés en les fermant pour pouvoir faire un nettoyage nécessaire. Mais nous souhaitons de tous nos vœux que ces travaux se fassent au plus vite pour que les élèves et étudiants puissent retrouver leur milieu dans lequel ils doivent travailler. Parce que, bien entendu, nous sommes restés beaucoup trop longtemps à la maison, donc c'est le moment pour nous de retourner sur les bancs. À présent, l'actualité de nos régions. L'heure est au retour à la normale à Boaké avec le retour des fonctionnaires de la majorité présidentielle qui ont dû fuir la capitale du Nord pour des questions de sécurité. Ces derniers sont venus se mettre à la disposition du préfet de région, représentant du chef de l'État, pour contribuer à la bonne marche du pays. Le fédéral FPI de Boaké, Kwadio Blé Norbert, n'a pas manqué d'insister sur les problèmes d'insécurité encore présents, les présumés chasses à l'homme et la question des pillages. Pour ce qui est de ces différents griefs, voici les réponses du préfet à Kakoné. S'agissant des pillages, c'est un problème national. Donc c'est des problèmes qui vont se régler à un niveau plus élevé. S'agissant de la sécurité de ceux qui sont fonctionnaires, nous sommes en train de prendre des dispositions. D'ailleurs, tous ceux qui sont venus travaillent tranquillement. Quand on est fonctionnaire, on doit être au-dessus de toutes ces considérations partisanes. Vous vous occupez de votre tâche quotidienne. La situation sécuritaire reste très préoccupante dans l'ouest du pays. Des affrontements ont eu lieu entre éléments des FRC et les mercenaires mis en déroute depuis Yopougon qui tentent de regagner leur base arrière. Au thème d'une chaude semaine d'affrontements entre combattants, le commandant Beno Ouattara fait ici un point de la situation au moment où le calme revient petit à petit à Méagui. Les Libériens, depuis Yopougon, ils cherchent par tous les moyens pour entrer au Libéria. Depuis Fresco, où mes éléments les ont déboutés, ils ont été un peu dispersés dans la région. Il faut qu'ils trouvent des pistes où ils peuvent nous éviter au passé. C'est dans les recherches de pistes, ils se sont retrouvés à Méagui. Mais comme ils savent qu'on a des éléments à Méagui, il fallait d'abord faire peur à tout le monde. Ils ont tiré. Malheureusement, il y a eu quelques décès, je crois 6 morts des civils. Ils ont pillé quelques magasins et dès qu'ils ont appris qu'il y a du renfort qui venait, ils sont rentrés dans la forêt à partir de Méagui et ils ont pris la direction de Libéria. Au niveau de Méagui, je crois que la situation est devenue normale. Au niveau du transport, tout circule normalement. Donc, dans le département de San Pedro, que les gens soient rassurés. À Bangourou, et là nous sommes dans l'est de la Côte d'Ivoire, des milliers d'enfants n'ont pas pu être scolarisés cette année. Ils sont un peu plus de 5200 à ne pas être inscrits au CP1 et l'information a été donnée au cours d'une réunion sur la carte scolaire par le directeur régional de l'éducation Okei. Il y a le problème financier qui se pose et ces écoles ne sont pas réalisées. Et il n'y a pas assez de classes donc pour accueillir ces enfants. Les effectifs pléthoriques dans la commune d'Abangourou, au collège moderne, les classes sont exiguës. On peut avoir 80 élèves, 12 000 enfants n'ont pas de date de naissance, ce qui représente 16% des élèves du CM2 ne pourront pas passer leur examen. Point final pour le segment de Radio Avenue Web consacré à l'actualité nationale et régionale. À la semaine prochaine et ne manquez pas de suivre le fil de l'information sur notre site avenue225.com. Absolument, et tu as bien raison, l'information continue sur le premier site d'information de proximité avec nos avenants présents dans différentes régions et qui font remonter l'information jusqu'à nous. Cynthia Ligue, bonjour. Bonjour Yoro, bonjour chers web auditeurs. Avec toi, on passe à l'étape Ivoire Buzz, la revue de presse des médias étrangers.
Ivoire Buzz, la revue de presse internationale sur la Côte d'Ivoire. Cynthia Eligé, Israël Yoruba. Avec toi, on va parler dans cette revue de presse de la reprise des exploitations de cacao. On parlera aussi de l'exploitation de la mine de Ity. Et puis on dirait un mot de sport. On commence avec 20minutes.fr qui mentionne que les exportations de cacao de la Côte d'Ivoire ont repris dimanche avec le chargement du premier navire depuis le début de la crise politique. Le pays est en temps normal le premier exportateur de cacao au monde, rappelle-t-on sur 20minutes.fr. Et toujours selon le site du quotidien français, les fèves ont été chargées à bord d'un navire appartenant à la société Bolloré Africa Logistique. De son côté, nouvelleusine.com affirme que malgré la reprise des exportations le 8 mai dernier, la culture du cacao reste une filière à rajeunir. Et le site n'hésite pas à rapporter les propos de Florence Pradier, secrétaire générale du syndicat du chocolat, pour qui le premier exportateur du cacao au monde va devoir investir dans ses plantations. Selon Florence, la situation s'est améliorée depuis quelques semaines et depuis que la situation politique s'est clarifiée, le rythme de croisière ne sera atteint que dans plusieurs semaines, précise-t-elle. Le site boursier.com fait part lui aussi de nouvelles encourageantes avec beaucoup d'optimisme de la part de la Moncha en ressources. La société a annoncé qu'en raison de la situation politique redevenue plus stable en Côte d'Ivoire, les activités d'exploitation de sa mine d'or Ity ont repris avec succès, alors que les activités d'exploration dans le pays devraient recommencer graduellement au cours des prochains mois. Et Dominique Delorme, président et chef de la direction de la Moncha, déclare: nous prévoyons que l'interruption subie au début de l'année sera compensée par la nouvelle installation de traitement d'Ity, dont la capacité de production est accrue. Le groupe explique encore que les précautions prises à Ity afin de sauvegarder l'usine et les actifs miniers se sont montrées efficaces puisque l'équipement est demeuré intact et pleinement opérationnel. On va sortir de l'économie pour parler de sport avec les accusations dont a fait l'objet Jacques Anouma, l'actuel président de la FIF. Ce dernier n'entend pas se laisser faire d'ailleurs. Déjà sur afrique.com, on a pu lire « Jacques Anouma refute les accusations ». Selon le site, 2 jours après avoir été accusé de corruption dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le dirigeant ivoirien a affirmé son innocence. Jacques Anouma, qui est également membre du comité exécutif de la FIFA, a exprimé son profond étonnement face aux graves allégations de corruption faites devant le Parlement britannique en visant nommément sa personne dans le cadre du processus de vote de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il refute fermement ces accusations qu'il juge, et ce sont ses mots, mensongères. Jacques Anouma dit se réserver également le droit d'user de toutes les voies de droit contre les auteurs de ces déclarations qui portent atteinte à son honorabilité. À starafrica.com, on précise que face à Sunday Times, le président de la FIFA se réserve également le droit d'user de toutes les voies de droit contre les auteurs de ces déclarations qui portent atteinte à son honorabilité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous dans 7 jours. Au revoir Cynthia et à bientôt.